Bonjour à tous, je m'appelle Suzy et je vous souhaite la bienvenue au quatrième webinaire pour l'environnement ontarien 2007-2018. Et aujourd'hui, je suis contente de vous présenter Louise Hainaut-Etier. Louise est une experte des phytotechnologies, ce qui est les plantes pour remédier à des problèmes environnementaux, d'entomotechnologie, la gestion des matières organiques à l'aide des insectes, et d'entomophagie, la consommation d'insectes. Elle est aussi chef des projets scientifiques à la Fondation David Suzuki. Donc, ce webinaire vise à fournir un portrait de la consommation d'insectes, aussi appelée entomophagie, qui pourrait permettre de nourrir une population mondiale croissante tout en diminuant la pression sur notre environnement. Donc, Louis, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, c'est gentil pour la présentation. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je vais vous parler d'un sujet que j'aime beaucoup, donc les insectes, une révolution à 6 pattes pour nourrir l'humanité, gérer nos ordures et réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, je travaille pour la Fondation David Suzuki. La Fondation David Suzuki, c'est une des plus anciennes organisations environnementales au Canada qui a été fondée par un scientifique qui se passionnait en fait pour les insectes. Dr David Suzuki était un généticien qui étudiait les drosophiles, donc les mouches à fruits, pour mieux comprendre comment leur gène fonctionnait. Et un jour, Dr Suzuki s'est sensibilisé aux questions environnementales et c'est devenu un communicateur scientifique. Donc, il faisait des émissions à la télévision, des émissions à la radio et il a sensibilisé beaucoup de gens à l'importance de préserver l'environnement. Et ces mêmes gens-là qui l'ont sensibilisé lui ont demandé de l'aide en mettant sur pied une fondation pour être capable de mieux partager l'information sur comment on peut protéger la nature pour aujourd'hui et pour les générations du futur. Donc, c'est une organisation qui travaille beaucoup avec les évidences scientifiques. Donc, moi, je suis une scientifique qui a été embauchée par la Fondation. Je suis docteur en sciences de l'environnement. J'ai travaillé beaucoup dans l'agriculture, les champs de maïs et de soya, la pollution avec les pesticides pendant mon doctorat. Mais avant ça, j'ai travaillé beaucoup aussi avec les déchets organiques. Ça a l'air un peu spécial de se passionner pour les déchets, mais les déchets organiques, c'est assez intéressant en fait de s'y intéresser pour plusieurs raisons. D'une part, c'est que n'importe quoi qui est vivant ou qui a un jour été vivant, c'est un déchet organique. Donc, si vous prenez un cœur de pomme, c'est un déchet organique. Si vous prenez une feuille de papier, c'est aussi de la matière organique parce que la feuille de papier provient d'un arbre. Cet arbre-là était vivant. Donc, ce que ça veut dire, c'est que il y a beaucoup de choses qui nous entourent parce qu'on est des êtres humains, parce qu'on est des animaux, en fait, qui vont être des matières organiques. Et dans la nature, il n'y a pas de déchets qui existent. Ces matières-là sont normalement très bien recyclées. Donc, pourquoi est-ce que les matières organiques ne seraient pas aussi bien gérées dans nos sociétés humaines? C'est une question qui me passionne beaucoup. Donc, les déchets organiques, pour vous donner une idée, c'est la fraction la plus lourde des déchets qu'on produit à la maison. Donc, si on prend, par exemple, les résidus organiques moyens dans la province du Québec, on produirait environ 207 kilos de déchets par personne par année. Et les matières organiques, vous voyez sur le camion, ça représente la plus grosse fraction. Donc, on aurait 151 kilos de matières organiques par personne par année au Québec. Ça doit être similaire en Ontario. Donc, c'est vraiment une fraction qui est très prépondérante dans nos déchets. Ce qui n'est pas organique, qu'on ne peut pas traiter de la même façon. Par exemple, il y a le plastique, le verre, le métal. Ces matières-là vont s'en aller dans d'autres voies. Mais en ce moment, une des choses qu'on fait beaucoup avec les matières organiques, les résidus organiques, c'est de les envoyer dans un site d'enfouissement. Et ça, c'est particulièrement problématique parce que les résidus organiques, ils sont remplis d'eau. Par exemple, si on prend un fruit, un légume, c'est très riche en eau. On a 70-80% d'eau. Donc, quand ça se décompose, cette eau-là va couler quelque part. Et si elle coule sur des déchets comme des déchets contaminés peut-être ou des batteries, on va lessiver des métaux lourds, on va lessiver des acides, on peut lessiver des polluants qui vont s'infiltrer dans le sol et qui vont aller contaminer l'eau
qui est dans le sol. Bien, l'eau du sous-sol, de la nappe phréatique, c'est une eau que plusieurs boivent. Donc, on va avoir des puits pour boire cette eau-là. Il ne faut pas que nos sites d'enfouissement contaminent cette eau-là. Et donc, les matières organiques, c'est problématique par rapport à ça. Il y a une autre raison aussi pour laquelle les matières organiques sont problématiques quand on les enfouit. C'est parce que quand elles se décomposent, en l'absence d'oxygène. Donc, quand on les met dans un grand trou, dans un site d'enfouissement et qu'on compacte les matières et qu'on met du plastique par-dessus, il n'y a pas beaucoup d'air qui passe. Donc, il n'y a pas beaucoup d'oxygène qui rentre et les micro-organismes qui font la décomposition ne seront pas capables de respirer correctement. Ce qu'ils vont relâcher comme gaz, parce qu'ils ne font pas de la respiration aérobique comme vous et moi, nous, on inspire de l'oxygène, on expire du dioxyde de carbone, du CO2, mais les micro-organismes, quand ils n'ont pas d'oxygène, ils expirent du méthane, du CH4. Et ça, c'est un gaz à effet de serre très puissant. Donc, c'est pour ça qu'il y a des politiques un peu partout dans les différentes provinces canadiennes, notamment au Québec, qui vont bannir prochainement l'enfouissement des matières organiques parce que ça cause vraiment un gros problème d'aller mettre ça dans les grands trous. Surtout qu'en fait, les matières organiques, c'est plutôt une ressource qu'un déchet. On devrait mieux les valoriser. Donc, une des façons qu'on a de les valoriser, c'est notamment en faisant du compostage. Le compostage, c'est une façon de faire ce que la nature a fait depuis toujours, donc la décomposition de cette matière organique-là, et on va s'assurer de les brasser pour qu'il y ait suffisamment d'oxygène qui rentre dans le mélange, et ensuite, les matières organiques vont se transformer graduellement en quelque chose qui ressemble à de la terre et qui va avoir une bonne valeur fertilisante. On va pouvoir donner ça à nos plantes pour les fertiliser, les faire pousser mieux, mais aussi pour enrichir les sols. Le compostage, c'est une des façons qui est le plus utilisée quand on veut bien gérer nos matières organiques à l'heure actuelle. Mais malheureusement, le compost qui est produit n'a pas une très grande valeur sur le marché. Et une des raisons qui explique ça, c'est que quand on collecte les résidus d'aliments sur le bord des routes, par exemple, si dans votre municipalité, vous avez du compostage, il va souvent y avoir de la contamination avec du plastique ou du métal. Donc, ce n'est pas un compost qui est aussi beau et propre que si vous le faisiez dans votre cour de façon très bien triée. Donc, quand on fait ça pour une ville en entier, il y a toujours quelqu'un dans la ville qui va avoir laissé tomber un déchet qui n'avait pas d'affaire là. Donc, ce n'est pas un compost qui vaut très, très cher. Une autre chose que les villes vont faire pour gérer les déchets organiques, parfois, c'est de la biométhanisation. J'ai expliqué tout à l'heure que si on mettait les déchets organiques dans un grand trou, dans un site d'enfouissement et qu'il n'y avait pas d'oxygène qui pouvait entrer, les déchets n'allaient pas se transformer en dioxyde de carbone, mais allaient se transformer en méthane. Alors, ce méthane-là, c'est un gaz à effet de serre beaucoup plus puissant que le CO2. C'est problématique. On ne veut pas le laisser s'échapper dans l'atmosphère. Mais si on fait des genres de silos, des gros réservoirs, dans lesquels on va mettre nos déchets organiques et on va couper les sources d'oxygène. Les micro-organismes vont faire la décomposition et relâcher du méthane, mais le méthane, ce qu'il y a de bien dans cette situation-là, il ne s'en va pas dans l'atmosphère. Il s'en va dans des tuyaux et on peut le raffiner et en fait, c'est comme le gaz naturel. Donc, on peut l'utiliser pour le brûler et faire de la chaleur avec ou faire de l'électricité avec. Donc, c'est une autre des façons dont on gère les matières organiques en ce moment un peu partout à travers le monde. C'est des technologies qui émergent de plus en plus. Mais vous savez, il y a différents types de résidus organiques. Tous les résidus organiques ne sont pas créés égaux. Donc, on peut avoir des résidus mélangés, des résidus urbains, comme je vous disais tout à l'heure, qui peuvent contenir des traces de plastique, des choses qui n'ont pas nécessairement d'affaires dans le mélange. Donc, c'est sûr que l'hygiène de ces résidus-là, c'est un peu limite. On peut aussi avoir des résidus post-consommation, donc ce qu'on va sortir de notre assiette ou après avoir mangé au restaurant, ce qui reste dans notre assiette, on va appeler ça post-consommation parce qu'on a mangé un peu notre bout de sandwich, mais on ne l'a pas mangé au complet. Donc, le restant, on a croqué ce qu'il y avait là. Donc, ça l'a touché au consommateur. Donc, c'est après la consommation. Ça, c'est des résidus qui sont quand même un peu plus propres que les résidus qu'on collecte dans les villes. On peut les collecter comme ça dans les restaurants, mais reste que quand même, il y a des gens qui ont croqué des bouts de sandwich, qui ont mis leur bouche dessus. Donc, ce n'est pas des résidus qui sont vraiment parfaitement hygiéniques. Il y a d'autres résidus qu'on va appeler pré-consommation. Donc, ce qui sort des cuisines, mais qui n'a jamais été dans l'assiette d'un consommateur, ça, c'est des résidus qui ont beaucoup moins de chances d'être contaminés par des bactéries, par exemple, ou des pathogènes qui pourraient être dangereux pour la santé humaine. Il y a des résidus de commerce, par exemple, des résidus d'épicerie.
Un des défis qu'on a avec ces résidus-là, c'est qu'ils sont souvent emballés. Donc, si on veut les valoriser, il va falloir trouver un moyen de les désemballer. Et là, d'ouvrir les emballages un par un, ça prend vraiment beaucoup de temps pour les gens qui travaillent dans les épiceries. Donc, c'est des bons résidus qui sont très propres, qu'on pourrait mieux valoriser, mais il faut les déballer un par un et c'est pas facile. Ça peut être des résidus qui proviennent de l'agriculture urbaine, par exemple. On peut avoir des serres en ville, on peut faire pousser des choses dans nos jardins. Ça, c'est d'autres types de résidus organiques. Il y a des résidus organiques qui vont provenir de l'agriculture conventionnelle. Donc, par exemple, vous voyez le poivron sur la photo, il n'est pas parfaitement la même forme que les autres poivrons que vous trouverez sur les étalages à l'épicerie. Donc, dans ce temps-là, souvent, les agriculteurs ne prennent même pas la peine de le vendre parce qu'il ne se fera pas acheter. Donc, ça constitue un résidu qui est de très, très bonne qualité. C'est un poivron pareil, c'est juste qu'il est moins joli. Il y a des résidus industriels, par exemple, si vous fabriquez du pain, si vous fabriquez de la bière, vous pourriez avoir des résidus de farine, de levure, de grains qui ont été utilisés pour faire la bière ou même des résidus de pulpe de fruits si vous faites des jus de fruits. Et ça, c'est des résidus très propres. Ils sortent de l'usine, ils sont très, très homogènes, donc c'est une grosse quantité d'un résidu de la même substance. Et là, ça, c'est intéressant, on peut le donner à nourrir aux animaux parce que, justement, c'est des résidus qui ont une très grande qualité. Il y a ensuite des boues. Les boues, ça, c'est pas super propre. Quand on a les résidus qui sortent des égouts, des maisons, qui passent dans les toilettes, vous imaginez tous les petits bateaux qui voguent avec. Les boues, c'est des résidus qui peuvent être contaminés avec des bactéries, qui peuvent être contaminés avec des métaux lourds, mais là, on en a énormément. C'est des ressources super abondantes. Donc, si on voulait les valoriser, ça coûterait pas de l'argent pour en acquérir, mais c'est quand même des résidus qui sont très, très contaminés. Et finalement, il y a les résidus aussi de ferme, par exemple, le fumier des animaux d'élevage, qui est déjà valorisé en agriculture. On va le mettre sur les terres pour fertiliser les terres. Donc, vous voyez qu'on a vraiment beaucoup de types de résidus organiques qu'on produit dans notre société. C'est pas toute la même chose. Il y a des résidus d'aliments, mais il y a des résidus de processus industriels, des résidus de ferme. Mais une chose qui est importante à retenir, c'est que on produit beaucoup trop de résidus organiques. En fait, on en produit vraiment beaucoup, en bonne partie parce qu'on gaspille. Si le gaspillage alimentaire était un pays, on considérerait que ce serait le troisième émetteur de gaz à effet de serre sur la planète, juste après la Chine et les États-Unis. Donc, le gaspillage alimentaire, il faut limiter ça à tout prix parce que les aliments qui se décomposent dans les sites d'enfouissement, ils émettent du méthane, qui est un gaz à effet de serre, mais en plus, ça demande beaucoup d'énergie et ça émet beaucoup de gaz à effet de serre de produire les aliments, de les emballer, de les transporter. Donc, il faut vraiment réduire notre gaspillage. Et un autre problème qu'on a avec notre alimentation en ce moment, c'est qu'on mange beaucoup trop de viande. En fait, la production de viande serait responsable de 18% des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble de la planète. Et là, pour produire du bœuf, du porc, du poulet, mais il va falloir produire des moulets. Les moulets sont faits beaucoup avec du soya, comme on voit sur la photo, ou du maïs. Et ce soya, ce maïs-là, bien évidemment, il faut les faire pousser dans des champs. Donc, on compte qu'il y a environ 30% de la superficie des terres cultivables qui est utilisée pour nourrir le bétail. Ça laisse beaucoup moins de place pour faire pousser des légumes, des fruits qui pourraient directement nourrir les humains. En fait, élever de la viande, c'est pas très bon d'un point de vue environnemental. Ça consomme beaucoup trop d'énergie. Alors, ce qu'il faut faire dans notre société en ce moment, c'est qu'on sait que la population mondiale grandit. En 2050, on va être 9 milliards d'êtres humains sur la Terre. Mais on sait que ces gens-là, il va falloir les nourrir, donc il faut produire plus de nourriture, sauf que la façon dont on produit notre nourriture en ce moment est très problématique d'un point de vue environnemental. Donc, il faut produire plus de nourriture, mais de façon plus respectueuse de l'environnement, tout en donnant de l'emploi à différentes personnes. Et c'est là qu'entre en scène l'inspiration de la nature. Dans la nature, les déchets n'existent pas. Les résidus organiques d'un organisme vont être la nourriture ou la ressource du prochain. Donc, si vous prenez un ver de terre, par exemple, il va manger les feuilles mortes dans la forêt. Dans un tas de compost, vous pourriez trouver des bactéries, des champignons qui vont se faire manger par des vers de terre, par des insectes, par différents organismes. En fait, il y a vraiment toute une chaîne alimentaire dans le sol qu'on ne remarque pas vraiment. Et là, qu'est-ce qui se passerait si on prenait cette chaîne alimentaire-là et qu'on l'utilisait pour nous, à notre avantage?
C'est ce qu'on appelle les entomotechnologies. On pourrait aussi les appeler les entomotechnologies parce que le mot entomo en grec, ça veut dire insecte. Donc, ce qu'on voit sur la photo à l'heure actuelle, c'est des larves de mouches soldats noirs. Et les mouches soldats noirs, les larves, les jeunes sont très voraces. En dedans de quelques jours, ils vont manger beaucoup, beaucoup de déchets organiques et grandir. Et ces larves-là, elles sont intéressantes. L'adulte, lui, il ne se nourrit pas. Mais il est quand même assez charmant si vous regardez les reflets qu'on voit sur ses yeux et aussi les reflets de couleur qu'on voit sur ses ailes. Donc, même si la larve elle-même ne semble pas très charmante, l'adulte, lui, l'est. Le problème, c'est que les larves, elles mangent beaucoup de déchets organiques et donc on pourrait leur donner nos résidus de table pour élever beaucoup de ces larves-là. Mais par contre, pour réussir à les élever, bien, les adultes, comme c'est des mouches, ils volent, ils ont besoin d'une volière, ils ont besoin d'être exposés au soleil. Donc, ça demande un certain défi, mais c'est possible de le faire. Et là, l'avantage de ça, c'est qu'on donnerait nos déchets de table à ces larves de mouches-là qui grandiraient. Et ensuite, ces larves de mouches-là, on peut les donner à manger aux poissons, aux poules, aux porcs ou même aux vaches. Et l'intérêt de ça, c'est qu'au lieu de faire pousser tant de maïs et de soya qui a un gros impact environnemental parce qu'on utilise beaucoup de pesticides dans les champs, on peut prendre nos déchets organiques et donc diminuer le problème de la gestion des déchets organiques qui a aussi un impact environnemental tout en nourrissant nos animaux d'élevage. Donc, je vous ai parlé du maïs et du soya qui posent un problème environnemental quand on fait des moulées pour les animaux, mais quand on essaie de faire de l'élevage de poissons, donc de l'aquaculture, on va aussi aller pêcher plein de poissons dans l'océan pour élever des poissons en aquaculture comme des saumons ou des truites qui sont des prédateurs. Mais vous savez, ces animaux-là, ils raffoleraient de manger des insectes. Donc, le concept d'économie circulaire, c'est quand on prend le déchet de quelqu'un et on le valorise d'une autre façon. Et l'utilisation des insectes pour gérer les déchets organiques, c'est un exemple de ça. On peut élever des mouches soldats noirs comme ça à la maison à l'aide de petits dispositifs comme ça. Ici, c'est un biopode. Et ce qui est fantastique, c'est que les larves, on les met au fond et on leur donne à manger. Rapidement, elles vont manger. Et quand la larve devient assez grande, comme vous voyez sur le haut de la photo, elle va grimper sur le côté du bac, elle va sortir elle-même du bac et tomber à l'intérieur du trou qui est tout en haut du bac parce qu'elle ne veut pas se transformer en adulte pendant qu'elle est encore avec tous les autres dans la nourriture. Elle va migrer naturellement, sortir de là pour faire sa transformation finale en adulte. C'est un peu comme un papillon. On a d'abord une chenille qui se transforme en chrysalide et finalement en papillon. Mais chez les mouches, c'est la même chose. On a une larve qui va se transformer en chrysalide et ensuite en adulte mouche. Mais le stade chrysalide, comme il ne bouge pas, il est très vulnérable, mais il cherche à se cacher. Donc, il cherche à sortir de là où il était jeune larve avant de faire sa transformation. Il n'y a pas seulement les mouches soldats noirs qui sont intéressantes pour manger des déchets organiques. Il y a aussi les ténébrions. On les appelle souvent des vers à farine parce qu'ils poussent souvent dans la farine spontanément. Et là, les ténébrions, c'est très facile à élever. À la maison, vous pouvez prendre des résidus de farine, vous ajoutez peut-être un peu de gruau, un petit peu de levure si vous voulez, des petits résidus de carottes pour leur donner de l'humidité. Et les larves vont manger ça. Graduellement, au centre, l'image du centre, vous voyez les chrysalides et elles vont se transformer finalement en adultes, qui est comme un petit coléoptère noir, qui ressemble un peu plus gros qu'une coccinelle, mais c'est noir. Et ils vont laisser derrière ce qu'on appelle du frass, des résidus, comme ça ressemble un peu à du compost, qui a des propriétés très intéressantes pour faire pousser les plantes. Ça, justement, ça se fait très bien avec des jeunes à l'école, à la maison. C'est très facile de faire des élevages comme ça. Mais moi, je me suis intéressée à une problématique particulière. Donc, j'ai des collègues ici à Montréal qui font pousser des magnifiques champignons qu'on appelle des pleurotes gris, comme vous voyez sur la photo. Ce sont de très, très beaux champignons qui ont un goût très fin. On les vend sur les meilleures tables de Montréal. Mais ce qu'il y a d'ingénieux, c'est que ces champignons-là, ils ont poussé sur des déchets organiques. Donc, mes collègues de la champignonnière Blanc de Gris vont chercher les résidus de café dans les cafés d'un quartier. Ils vont chercher les résidus de brasserie dans un endroit où ils fabriquent de la bière, aussi dans le quartier. Ils vont mélanger ça ensemble avec des petites tiges de bois ou de chanvre et ils vont faire pousser les champignons là-dessus dans des serres intérieures. Donc, vous voyez un petit champignon qui pousse et finalement le gros champignon qui a poussé.
Ce qui va rester derrière, c'est ce qu'on voit sur la photo B dans la chaudière et quand on le mélange, on le met dans nos mains, on le voit sur la photo C, c'est le substrat qui est mélangé avec du mycélium de champignon. Donc, le mycélium, c'est les racines du champignon, si on veut. Et ça, bien, on peut le transformer à l'aide des ténébrions. Donc, les insectes peuvent manger le résidu de production des champignons. Les champignons avaient déjà été produits sur d'autres déchets. Et on va produire à la fin, justement, encore ce qui ressemble un peu à un compost qui peut être utilisé pour faire pousser des plantes. Ça, c'est vraiment un concept d'économie circulaire. Donc, vous voyez qu'on a pris des résidus de café, des résidus de brasserie, on a produit des champignons, on a pris le mycélium, le résidu de la production des champignons, on a rajouté un petit peu de son de blé, qui est une sorte de farine, et on va donner ça à des ténébrions qui, eux, on peut ensuite les donner à manger à des animaux d'élevage ou même à des humains. Et finalement, le frass, le genre de compost, va retourner à la terre. On peut faire pousser d'autres plantes avec ça. Donc, les animaux, comme des poules, refuseraient jamais de croquer une larve d'insecte. Si vous laissez une poule se promener dans une cour, la première chose qu'elle va faire, c'est gratter le sol à la recherche d'insectes. Donc, les poules sont très intéressées à manger des insectes. Il y a beaucoup de poissons aussi qui sont très intéressés à manger des insectes. Pour l'instant, on n'utilise pas encore beaucoup les insectes dans leur alimentation, même si dans le milieu naturel, ils vont manger tous les insectes qui sont à leur portée. Mais le gouvernement du Canada a récemment autorisé l'utilisation des insectes qui ont été utilisés pour gérer des déchets organiques. Donc, c'est des mouches soldats noirs pour nourrir les poissons d'élevage. Donc, les choses sont en train de changer au Canada depuis environ l'année dernière. Et là, bien, les animaux comme les poissons, les poules, les cochons, les vaches sont prêts, eux, à manger des insectes. Mais vous, est-ce que vous seriez prêt à manger des animaux d'élevage qui ont été nourris avec des insectes? On a fait un sondage au Québec en 2016 et on a vu que les gens, en très grande majorité, ils seraient tout à fait d'accord à manger ces animaux d'élevage-là qui ont été nourris à l'aide d'insectes qui avaient été utilisés pour gérer des résidus organiques, soit des résidus de ferme ou des résidus de transformation alimentaire. Donc, les gens sont relativement réceptifs à ça et c'est intéressant. Mais là, vous, seriez-vous game? Oseriez-vous manger des insectes? Là, je vous présente un repas que j'ai servi la semaine dernière à mes enfants. C'est un riz mexicain. On voit, il y a du fromage râpé, de la guacamole, des petits légumes verts. Et sur le dessus, ben, j'ai saupoudré des larves de ténébrions grillées parce que ça fait un petit peu de croustillant dans chaque bouchée. C'est pas mal intéressant. Mais là, c'est sûr que c'est pas tout le monde encore qui est prêt à croquer dans des insectes. Quoique, le sondage qu'on a fait auprès de francophones en 2016 montre qu'il y a déjà 46% des gens qui ont déjà goûté des insectes. Il y en a 15% qui disent que c'était un accident. Il y en a quelques-uns qui incorporent ça de façon régulière dans leur diète, mais il y a seulement 33% des gens qui n'ont jamais goûté à un insecte. Donc, on voit quand même les gens sont prêts à goûter, mais ils ne goûtent pas souvent. Dans la très forte majorité des cas, c'est une expérience exceptionnelle où ça arrive comme juste une fois par année. Donc, on ne peut pas vraiment dire qu'ils intègrent ça dans leur alimentation à chaque mois ou dans leur alimentation à chaque semaine, sauf que les gens sont prêts à goûter. Et là, c'est certain que le bol de riz avec des larves dessus, c'est peut-être plus ou moins appétissant si vous n'êtes pas habitué de manger des insectes, mais il y a plusieurs produits transformés maintenant qui se trouvent sur le marché, comme des bars, dans lesquels on va retrouver de la farine d'insectes. Donc, on ne voit pas la forme de l'insecte et ça, c'est peut-être plus facile de l'accepter dans notre alimentation en ce moment. L'été dernier, à l'Insectarium de Montréal, il y avait des dégustations. Donc, on pouvait goûter à des hamburgers qui étaient faits avec, justement, des grillons dans la boulette. Donc, c'était une boulette faite à base de grillons. C'était délicieux. Il y avait aussi de la poutine, spécialité québécoise, sur laquelle on voit comme des petits grains de poivre noirs, mais détrompez-vous, c'est pas du poivre, c'est des petits morceaux de fourmis qui ont été éparpillés sur la poutine, comme ça. Donc, ça ajoute un petit peu de protéines à notre repas. Justement, c'est intéressant de voir que parmi les consommateurs qui ont répondu à notre sondage, il y a une différence importante. C'est que les garçons, ils osent plus que les filles. Il y a plus de garçons qui ont déjà croqué des insectes, il y a plus de garçons
qui auraient le courage de manger des larves de mouches entières. Il y a plus de garçons aussi qui mangeraient des insectes qui ont été réduits comme en farine pour plus qu'on reconnaisse leur forme puis intégrés dans des recettes. Mais là, si on demande aux gens, seriez-vous prêts à manger des animaux qui ont été élevés sur une diète à base d'insectes? Bien là, les garçons, comme les filles, dans la majorité des cas, semblent prêts à manger des poissons, des poules ou des cochons, des porcs qui ont été élevés avec des insectes dans leur diète. Donc, c'est très intéressant. Et là, il faut dire aussi que, en fait, des insectes, on trouve ça étrange d'en manger, mais dans notre société nord-américaine, on est très habitué de manger des crustacés, comme des crevettes, comme des homards. C'est même des mets de choix. Ça coûte cher de manger ces choses-là. Et les insectes, c'est leurs cousins terrestres aux crustacés qui vivent dans la mer. Donc, moi, je crois que dans le futur, on va vraiment vouloir se tourner vers les insectes, même chez nous. Et c'est quand même une pratique qui se fait à travers le monde depuis de nombreuses années. Je vous montre ici une fourmi que j'ai croquée cet été dans un voyage en Colombie. Donc, il y a des pays partout à travers le monde. C'est presque juste en Amérique, en Amérique du Nord et les Mexicains qui mangent beaucoup d'insectes. Aux États-Unis, au Canada, il y en avait quand même dans les traditions des Premières Nations, mais un peu moins qu'ailleurs dans le monde. Et c'est pas resté quand les Européens ont débarqué sur le continent. C'est pas quelque chose qui est resté dans notre tradition. Donc, moi, je pense qu'en s'ouvrant aux autres cultures à travers le monde, on va avoir de plus en plus envie de goûter à des insectes parce que les gens dans les autres pays du monde ne mangent pas des insectes parce qu'ils sont obligés ou parce qu'ils n'ont rien d'autre à manger puis ils ont trop faim. Ils mangent des insectes parce que c'est délicieux. Et souvent, même, ces insectes-là coûtent cher. Ça coûte plus cher que de la viande dans certains cas. Donc, je crois qu'on aurait avantage à apprendre à cuisiner les insectes un peu comme ils font dans d'autres pays du monde. Puis finalement, même si vous pensez que vous n'avez jamais mangé des insectes dans votre vie, je vais venir vous contredire. Parce que si vous mangez tous vos aliments, c'est quasiment certain que vous avez des insectes à l'intérieur. Pensez, quand on fait pousser du blé dans un champ, c'est sûr qu'il va y avoir un petit insecte qui va être récolté en même temps que les grains de blé. Ce serait quasiment impossible sinon. Quand vous mangez un brocoli, il y a probablement un petit insecte qui est caché dedans. Et en fait, si vous avez des insectes dans vos aliments, vous avez peut-être même moins d'insecticides, des produits toxiques qui sont là pour tuer les insectes. Donc, moi, je préfère manger quelques bouchées d'insectes dans mes aliments normaux que de manger trop de produits insecticides qui pourraient être dommageables pour ma santé. Et là, la moitié des gens qu'on avait interrogés dans notre sondage ne savaient pas que leurs aliments qu'ils mangeaient à tous les jours pouvaient contenir des fragments d'insectes. Et le gouvernement est tout à fait au courant que n'importe quel aliment que vous prenez peut contenir des fragments d'insectes. Il y a même des gens qui se spécialisent avec des microscopes. Ils regardent la forme des petits morceaux d'insectes qu'on voit passer dans différents types d'aliments. Même dans les aliments, les boîtes de conserve, là, on peut voir des petits morceaux d'insectes passer. Et la réglementation actuelle fait en sorte qu'on n'a pas le droit d'avoir trop de petits morceaux d'insectes. Si on vous vend une boîte de conserve de maïs, il ne faudrait pas qu'il y ait plus d'insectes que de maïs dedans. Donc, il y a une limite, mais sinon, les insectes, dans la très grande majorité des cas, ne sont pas problématiques dans l'alimentation, surtout si c'est des insectes qui sont élevés dans des conditions salubres, donc dans des conditions propres, dans des vraies fermes où est-ce qu'on peut bien en faire l'élevage. Alors, ce qu'on est en train de voir en ce moment au Canada, c'est l'émergence d'un nouveau secteur. Donc, on a de plus en plus de gens qui vont manger des insectes directement. On va avoir différents types d'insectes, comme des grillons, des ténébrions, des mouches, qui vont manger des résidus organiques, par exemple nos résidus alimentaires qui proviennent des épiceries ou qui proviennent, par exemple, d'une production de champignons. Et ces insectes-là vont être donnés à manger à des animaux d'élevage qu'on va ensuite pouvoir, nous, consommer. Il y a déjà beaucoup d'élevage d'insectes qui existent pour les animaux de compagnie. Si vous avez des animaux de compagnie, peut-être avez-vous déjà acheté des larves de ténébrions à l'animalerie pour nourrir, par exemple, des lézards. Et là, c'est sûr que les insectes ne peuvent pas manger tous les types de résidus organiques qu'on produit. On l'a vu tout à l'heure, il y a plein de sortes de résidus organiques. Il y en a qui sont propres, qu'on peut donner aux insectes, qu'on pourrait donner ensuite à manger aux humains ou aux animaux. Il y a des résidus qui sont moins propres. Les résidus qui sont moins propres, on va toujours avoir besoin de compost ou de biométhanisation pour les gérer. Mais ce qu'on espère le plus possible, c'est d'éviter de mettre ces
ressources-là, ces résidus-là, dans un grand trou pour les enfouir. Donc, ce qu'on voit maintenant, c'est vraiment un nouveau secteur qui émerge, le secteur des entomotechnologies, donc les technologies qui misent sur les insectes pour gérer les déchets organiques, et aussi le secteur de l'entomophagie, c'est le secteur dans lequel on va manger les insectes directement. Entomo veut dire insecte en grec et phagie veut dire manger. Donc, si vous apprenez deux nouveaux mots aujourd'hui, ben, vous avez entomotechnologie et entomophagie. Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention et j'espère que la présentation vous a plu. J'aimerais aussi remercier mes collègues de recherche à l'Université Laval, le professeur Grant Vandenberg, Marie-Hélène Deschamps, Médavi Dussault à l'Université de Sherbrooke, Didier Marquis à l'Université Concordia, Paula Cabrera et Béatrice Lefebvre à l'UQAM, Sophie Taillefer chez Recyc Québec, Éric Lucas et Marc Fournier à l'UQAM, Nathalie Lefrançois et enfin Stéphane Labelle du Biodôme de Montréal qui nous ont appuyés dans les différentes recherches que je vous ai présentées aujourd'hui. Merci. Donc, merci beaucoup, Louise. Donc, en ce moment, s'il y a des questions, écrivez-les dans la boîte de discussion. Moi, je vais commencer. Donc, quel défi existe pour convaincre les gens d'incorporer les insectes dans leur diète? Je crois que c'est le défi de la connaissance. Donc, de savoir que d'élever des insectes, ça a un impact environnemental moins important que d'élever de la viande, je pense, peut convaincre plusieurs personnes. En fait, les insectes, c'est des animaux à sang froid. Donc, en étant des animaux à sang froid, ils ne gaspillent pas d'énergie des aliments qu'ils viennent de manger pour se chauffer, pour se garder au chaud. Ça fait en sorte qu'ils sont beaucoup plus efficaces à transformer leur nourriture en protéines. Donc, si on prend un bœuf, ça va lui prendre environ 15 grammes de grains pour donner 1 kilo de protéines de bœuf. Si on prend, par exemple, une poule, ça va lui prendre environ 5 grammes de grains pour donner 1 gramme de protéines. Si on prend un poisson, on va être environ 2 grammes de grains pour 1 gramme de protéines. Mais là, si on prend un insecte, on va presque être à 1 pour 1. Donc, presque l'entièreté des grains ou de la nourriture que l'insecte mangerait vont devenir de la protéine d'insectes. Donc, c'est une protéine qui est beaucoup plus responsable sur l'environnement que la consommation de viande traditionnelle. Et en plus, ben, ils peuvent nous aider à gérer nos déchets organiques. Donc, ça diminue encore plus notre empreinte environnementale. Je pense qu'en sachant ça, les gens vont peut-être vouloir se tourner vers les insectes, surtout si on les cache dans des recettes et qu'ils ne sont pas là à nous regarder avec leurs petits yeux pendant qu'on les croque. Oui, c'est ça, exactement. Et est-ce que tu penses que dans le futur, il va y avoir plus de restaurants et de magasins qui vont commencer à offrir les insectes? Oui, définitivement, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus en ce moment en Amérique du Nord. Il y a beaucoup de compagnies qui se sont parties dans les dernières années qui vont offrir des bars, des granolas, qui vont offrir des pâtes alimentaires, des sauces à spaghetti, même des chips. Donc, il y a plein d'aliments qui sont en train d'entrer dans le marché, des aliments transformés, donc qui sont faciles à intégrer dans la diète. Et il y a des grandes chaînes alimentaires qui commencent à les vendre sur leurs rayons. Donc, c'est de plus en plus facile à trouver. Et je crois que plus ça va pénétrer le marché, plus on va en acheter, plus les prix vont diminuer parce que les volumes vont grossir, les élevages vont grossir. Donc, avec le temps, moi, je crois que ces produits-là à base d'insectes vont finir par devenir de plus en plus abordables, moins chers, plus faciles d'acheter et qu'on va, à ce moment-là, en acheter encore de plus en plus. Je crois vraiment, et ça, c'est sur la base des sondages qu'on a fait, que l'entomophagie est en essor en ce moment en Amérique du Nord et il y a beaucoup de gens qui pensent comme moi. OK, c'est excellent. Et donc, s'il y a d'autres questions, vous pouvez envoyer un courriel à Louise aussi. Mais c'est tout le temps que nous avons aujourd'hui. Donc, je veux remercier tout le monde pour votre participation et surtout à Louise pour partager son expertise. Et encore, on veut remercier le ministère de l'Éducation pour leur soutien et j'espère de vous revoir lors de notre prochain webinaire le 21 mars. Merci tout le monde. Au revoir. Merci. Au revoir.